ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois une nouvelle fois Jérôme Huon. Jérôme, merci de revenir nous voir. Encore une fois avec plaisir. Merci à toi. Super, Jérôme, qui, vous le savez sans doute, si vous avez vu l'épisode précédent, travaille avec moi à la Fédé d'haltéromusculation et au service formation avec nous. Il nous aide à réfléchir sur plein de choses, notamment on travaille pas mal sur le street workout en ce moment, c'est intéressant comme sujet. Street muscu. Et du coup, on va faire un parcours street muscu de formation, créer un diplôme. Petite parenthèse, parce qu'il est aussi initialement issu des sports de combat, et notamment de la savate. C'était un des cadres techniques de la fédération de savate. Il était entraîneur national pendant des années, ancien athlète de haut niveau. Et puis, très acculturé à la prépa physique, à la prépa mentale, aux sciences du sport. Et il exerce aussi en tant que préparateur physique, et évidemment, en tant qu'entraîneur. Et il revient nous parler d'observation et d'évaluation. Tout à fait. Je me lance ? Tu te lances quand tu veux. Ok. En fait, l'idée de ce couplage observation-évaluation, c'est que, comme tu l'as dit, avant d'être préparateur physique, je suis entraîneur spécialiste d'une discipline, les sports de combat, qui sont... moi, j'ai une vision des box pieds-points notamment, très technico-tactique, avec la préparation physique comme un support pour l'expression des qualités technico-tactiques. Et du coup, j'aime bien prendre un peu de hauteur sur la performance et notamment parler de système de performance, de prise en compte de tous les éléments. Et souvent, ce qu'on parlait tout à l'heure de cette casquette de préparateur physique et peut-être parfois des raccourcis qu'on peut prendre. Déjà, on a beaucoup cloisonné, c'est-à-dire que la division du travail, et on cloisonne peut-être même de plus en plus, la division du travail est de plus en plus marquée. Et là où ça devrait devenir de plus en plus systémique, des fois, on a tendance à encore plus marquer dans l'analytique, les responsabilités des uns et des autres sur des trucs extrêmement verrouillés, ce qui est stupéfiant quand on voit la complexité de la tâche qu'on a à accomplir. Puis c'est vrai, quand tu parles de systémique, sur les grosses structures, plus il y a d'intervenants, et plus il faut que les gens soient en interaction, parce que sinon, comme tu le dis, les champs sont cloisonnés. Et du coup, sur l'exemple, d'un travail en coup de poing, par exemple, sur un sport de combat, on va souvent émettre cette hypothèse que tel combattant a un problème de puissance, par exemple, de ses coups de poing ou de ses coups de pied. Et donc, le raccourci, c'est de se dire, j'observe qu'il n'est pas efficace. Voilà. Pour moi, il n'est pas assez efficace en poing. Donc, du coup, la conclusion, c'est qu'il faut que je travaille sur le développement de la force, le développement de l'explosivité, et on fonce tout de suite là-dessus. Or, encore une fois, si on prend Peut-être c'est ça. Peut-être que c'est ça, bien sûr. Et donc là, on est dans l'observation. Tu as observé, et de l'observation, souvent, on a envie de prendre ce raccourci et d'aller, surtout si on a cette sensibilité prépa physique, se dire, je vais lui faire bosser, je vais lui faire monter son pic de force, et puis ensuite, on va balayer la plio, tout un tas de méthodes qu'on connaît très bien. Et parfois, on se rend compte que on a beau avoir développé ce niveau de force, on a beau avoir développé cette explosivité, on peut l'avoir même mesuré sur le terrain, dans le ring, 2, 3, 4, 6 mois après, ça n'a pas forcément évolué comme on l'imaginait. Ça n'a pas transféré vers le ring. On se dit, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et du coup, moi, ce que j'aime bien faire, c'est coupler l'idée d'observer et d'évaluer. Donc, dans l'observation, tu vas émettre des hypothèses. Donc là, en l'occurrence, l'hypothèse d'un problème d'explosivité musculaire des membres inférieurs. Et puis, derrière, tu vas vérifier ton hypothèse. Donc, c'est à ce moment-là que tu vas passer par des tests. Et vraiment rationaliser ta démarche. Voilà. Et c'est vrai que parfois, on se rend compte que, moi, je l'ai vécu dans la boxe française, émettre cette hypothèse et puis vérifier
tout le contraire, quoi, d'avoir quelqu'un au contraire très fort, très explosif, alors que dans les observables, ce n'est pas forcément si efficace que ça devrait l'être. Et donc du coup, ça nous amène à nous interroger sur les autres paramètres, quoi, qui sont, comme on le sait, interconnectés. Donc, si on parle de technique, de tactique, les aspects psychologiques aussi de la performance. Et donc, dans les sports de combat, si il n'est pas efficace avec ses coups de pied et qu'il est très fort et très puissant en jambes, est-ce que ce n'est pas un problème technique? Est-ce que cette force initiée, elle est bien transmise? Est-ce que les rotations sont correctement effectuées? C'est ça, parce que tu as le problème, là aussi on peut raisonner de manière un peu isolée, mais de manière plus globale, c'est-à-dire de se dire, arrêtez de chercher un responsable, mais peut-être qu'on en a plusieurs déjà. Ensuite, peut-être que le responsable qu'on avait choisi initialement n'est pas le bon. Et puis, enfin, il y a la question de la passerelle, quoi, du transfert. C'est-à-dire que si ça se trouve, il va être technique, puissant, mentalement orienté sur les bons paramètres, mais il y a quelque part là un truc qui ne transfère pas, quoi. Et du coup c'est vrai que moi, ça m'interpelle de voir à quel point les entraîneurs avec lesquels je collabore depuis des années, assez régulièrement, et dans des disciplines pourtant éminemment techniques, je pense évidemment au judo ou au MMA, cherchent des solutions presque systématiquement physiques à des problèmes qui sont presque systématiquement techniques ou psychologiques. Alors, le meilleur exemple pour moi là, qui vient tout de suite, c'est l'exemple de la saisie, du kumikata en judo, où quand quelqu'un n'est pas fort sur les mains, comme on dit, pas fort sur les saisies, ils disent pas fort sur les mains, le réflexe, c'est il faut le faire progresser en force de préhension, quoi, de saisie. Alors déjà, d'un point de vue systémique, en prépa physique, déjà, c'est pas vrai. Déjà, peut-être que son problème, c'est plutôt un problème de jambes. C'est-à-dire que si ça se trouve, il n'est pas assez ancré, assez fort sur ses jambes pour résister et appliquer de la force en chaîne. Déjà, c'est un problème de lecture du mouvement humain. Mais ça, effectivement, je suis d'accord avec toi, il faut le tester, quoi. Ça, on peut le savoir, quoi. Il est fort ou pas sur les membranes, sur le corps, sur le gainage et sur la saisie. Déjà, on va avoir un petit peu plus d'infos. Mais en vrai, 3/4 du temps, c'est purement un problème technique. C'est-à-dire que le mec, il n'est pas assez fort en technique de kumikata, il n'a pas automatisé assez de schémas, il n'est pas organisé sur les bons trucs, ou alors c'est un problème psychologique, c'est-à-dire qu'il se laisse dominer émotionnellement par l'adversaire. Une fois que l'autre il a posé les mains, par contre, et qu'il se reprend, mais c'est trop tard. Et du coup, là, effectivement, il n'est plus assez fort, parce que c'est trop tard. Ouais, c'est ça. C'est un vrai parallèle là, avec notre histoire de coup de pied qu'on a observé pas assez insuffisamment puissant. Et je pense que ces raccourcis-là, ou du moins ces choix-là, je ne dirais pas que faire de la préparation physique, c'est plus facile que de faire du technique ou du psycho, c'est pas ça. Mais en tout cas, en préparation physique, on a des recettes, entre guillemets. Et du coup… de plus en plus, voilà, on est de plus en plus standardisé. Voilà. C'est-à-dire que de plus en plus, à une consigne, faut développer l'explosivité, voilà, on sait faire, voilà, il n'y a pas de souci. Faut développer l'explosivité au service du coup de pied. Là c'est encore autre chose. C'est une autre dimension. Tout à fait. Et c'est vrai que dans le travail technique ou encore dans le travail psychologique, par rapport à ce coup de pied qu'on a estimé, qu'on a observé comme étant insuffisamment puissant, insuffisamment efficace sur le ring. Donc si on n'a pas validé l'hypothèse du physique, donc de la force, de l'explosivité, on va aller s'intéresser sur les autres hypothèses. C'est un peu plus délicat aussi d'évaluer la technique. Tu vois, autant on a des tests physiques, des tests techniques, c'est très… l'entraîneur se laissera créer, toutes les disciplines ne le font pas. Alors on peut travailler avec la vidéo, on peut s'amuser à faire pas mal de choses. Et l'observation aussi, elle est souvent suffisante, surtout pour les experts. Et admettons que l'hypothèse technique ne soit pas non plus validée. Donc du coup, il faut que j'aille chercher ailleurs. Donc, il peut transférer une force qu'il est capable d'initier. Donc il a les capacités au niveau de la force et au niveau technique. Donc théoriquement,
son coup de pied, il devrait faire du bruit. Là, il ne nous reste plus qu'un responsable. Oui. Est-ce qu'il a envie? Est-ce qu'il a envie de frapper? C'est ça. Donc là, on est sur, encore une fois, un autre secteur du modèle, donc qui est voilà, le mindset sur le ring. Est-ce qu'il travaille pour toucher, pour marquer ses points, ou est-ce qu'il est là pour détruire, entre guillemets? Et là, voilà, on est encore une fois dans cette idée de profil et aussi d'interprétation de la performance par l'athlète. Et une nouvelle fois, ne présumons de rien. Gardons l'esprit ouvert sur les différentes possibilités qui s'offrent à nous pour faire progresser la personne. Et puis, encore une fois, c'est rarement un problème. Oui, c'est ça. L'expérience, en général, c'est pas impossible que le problème psychologique soit lié à un problème technique qui justement fait qu'on n'a pas confiance dans sa capacité à dominer l'autre et que du coup on ne développe pas les qualités de force idoines. Tout à fait. On est face à quelque chose de très complexe. Il ne faut pas hésiter à le reconnaître, quoi. Exactement. Là, c'est vrai qu'on a simplifié le discours en ayant ces hypothèses successives, mais il se peut qu'en effet, il y ait un peu de force, un peu de technique et un peu de psycho à travailler. À combiner. Voilà, à combiner. Alors, c'est marrant parce que je réfléchis à mesure qu'on discute aux différents sports auxquels j'ai pu être confronté et aux différentes cultures d'entraîneurs. Parce que voilà, ils gèrent un système de performance et puis il y a différentes façons de gérer ce système de performance, on l'a dit, de manière globale, de manière analytique, en faisant appel plus ou moins à des ressources externes. Alors le moins, ça veut dire 0 des fois, et puis le plus, ça veut dire se reposer complètement sur elle des fois. C'est-à-dire que moi, il m'est arrivé de devenir dans certains systèmes de performance le maillon central de la prépa physique, devenir le maillon central de la performance, comme je connais des préparateurs mentaux qui ont vécu ces trucs-là. Ce qui pour moi, dans ma conception, si tu veux, et dans ma lecture éminemment technique des disciplines, me paraît une aberration. Mais bon, j'assume aussi à un moment donné ce qu'on me confie comme mission. Et je constate que plus la dimension est technique, plus de la discipline, plus j'ai été exposé à ces cas extrêmes de responsabilité du résultat. Ça m'est beaucoup arrivé en judo d'être avec des entraîneurs qui sont vraiment très très convaincus que le physique est essentiel. Et avec des vrais résultats. Je ne rentre même pas dans le débat de savoir s'ils ont tort ou raison. Je constate qu'il y a cette approche-là. Et j'en connais qui disent même qu'à haut niveau, le judo n'est pas une épreuve technique, c'est une épreuve physique. Alors j'ai vraiment vécu les deux sensibilités, moi, avec des entraîneurs comme Patrick Roux, pour qui la technique est 100% alimentée par le physique, et du coup c'est une épreuve technique, il n'y a pas de doute. Et puis d'autres entraîneurs de différentes nationalités, mais y compris françaises, qui eux militent pour carrément un département de la préparation physique au sein de la fédération très très fort, parce que on n'en est plus là, il y a un peu de technique, mais à la fin, ça va être le plus fort qui va gagner. Et c'est vraiment très très ancré. Et finalement, je ne sais pas qui a tort, qui a raison dans ce débat. J'ai vraiment envie d'essayer un jour d'aller au bout du physique pour voir ce qui se passe. Et à l'inverse, des sports très physiques, peu techniques, alors c'est pas vrai de dire peu techniques, mais disons avec une variété de techniques moins importantes. L'athlétisme, le sprint, l'haltéro. En vrai, c'est plus technique parce que moins il y a de technique au pluriel, plus la précision technique est importante. Donc évidemment, en haltéro, tu as deux mouvements, donc tu les fais de manière hyper efficiente, alors qu'on peut projeter ou frapper de millions de façons différentes, donc on peut être approximatif. Tout à fait. Donc c'est pour ça que je regarde juste un peu pour vexer personne. Quand je dis moins technique, ça veut dire qu'il y a une variété de techniques moins importante et des chemins techniques moins variés. Et qui, eux, justement, paradoxalement, font très peu appel à des préparateurs physiques. Hein, l'athlé ou l'haltéro fait peu appel à des préparateurs. Donc, il se trouve qu'en France, moi j'ai été préparateur physique de l'équipe de France d'haltéro, donc c'est un contre-exemple, mais je pense qu'au niveau mondial, il y a très peu d'équipes nationales. Et aujourd'hui, ils ont Yann Morisseau qui est entraîneur / prép physique, mais c'est une exception. Globalement, ils sont la prépa physique de leur point de vue. C'est ça. Et c'est étonnant, tu vois, les cultures comme ça différentes. Mais encore une fois, là, on sera dans une logique d'école.
Et le risque, c'est d'oublier, comme on disait sur l'épisode précédent, d'oublier l'individu, d'oublier sa sensibilité, son profil. Est-ce que ton judoka, c'est un combattant justement qui va avoir un potentiel technique à exprimer et pour lequel la préparation physique sera le support, ou est-ce que c'est une machine physique avec 2-3 spéciaux pour lesquels le physique sera on va dire l'élément central, quoi. Ouais. Donc je pense que c'est important alors on est forcément influencé par la culture de son école, du paradigme de son dans lequel pays, on etc. s'inscrit, Maintenant, voilà, l'individualisation au sens de apprécier les gens dans leur singularité et être capable de proposer le chemin adapté. C'est pas toujours évident parce qu'on entraîne des groupes souvent, donc c'est pas toujours évident de prendre en compte l'individu dans le groupe. D'ailleurs, ça pourrait être même un sujet de podcast, comment individualiser et en même temps respecter une programmation qui est... Les grands spécialistes sont les rugbymen, l'individualisation collective. Tout à fait. Ouais, c'est vrai que c'est un vrai challenge. Pour moi, les fois où dans ma carrière professionnelle, j'ai réussi à le mieux les embrasser, ces problématiques parfois même antagonistes, sont les moments où on a vraiment travaillé en équipe, en fait. Où vraiment on avait ces instants d'échange quotidien avec le staff technique, de différentes sensibilités d'ailleurs, parce que c'est vraiment important de confronter les points de vue techniques. Souvent en tant que prépa physique ou prépa mentaux ou kiné, on a l'impression qu'il y a une lecture un peu uniforme de la performance technique, comme nous on peut en avoir quand même, globalement. Il y a des courants en prépa mentale, des courants en prépa physique, il y a des courants, mais globalement, on fait à peu près, quand on est bien formé, on fait à peu près tous les mêmes tendances, quoi. En technique, c'est pas du tout le cas. Il y a des gens qui voient blanc et d'autres qui voient noir, et des visions, mais alors complètement opposées de ce qu'il faut faire. Les mecs sont pas, et parfois c'est violent. Et donc c'est vrai qu'il faut, je pense, avoir différentes sensibilités pour déjà percevoir un peu nous en tant que non-experts. En tout cas pas avec le même niveau d'expertise que ces gens-là, ce qu'on pourrait faire et imaginer faire avec tel ou tel profil. Ensuite, le point de vue du médical, le point de vue du psychologique, et puis le physique qui vont... Je sais que par exemple en Angleterre, j'avais eu énormément de chance. On m'a proposé de constituer l'espace d'entraînement péritechnico-tactique. Donc l'espace ce qu'ils veulent, ils m'ont commandité un espace de prépa physique. Mais moi j'ai préféré penser de trucs comme péritechnico-tactique. Tout ce qui n'est pas de l'ordre du technique, et encore, parce qu'il y avait bel et bien un tatami au milieu de la salle, et j'avais des tables de massage, des tables de pilates pour le médical, le prépa mental était avec nous, un petit studio et c'est là que la magie apparaissait en fait, parce que du coup on n'avait pas d'espace de non-collaboration à un moment donné. Ouais. Bah, si on parle d'un système performant, et pour que le système soit performant, il faut qu'il y ait interaction entre les éléments du système. Bah, décloisonnement. Voilà, si déjà dans l'espace ces interactions elles sont rendues plus possibles parce que tout le monde est ensemble, bah, ça paraît logique en même temps. Mais c'est pas forcément tout le temps. C'est rarement le cas. C'est rarement le cas. Quand on voit les crêpes, voilà, c'est souvent médical, les choses qui sont un petit peu cloisonnées. Évidemment des problèmes, mais c'est une piste d'amélioration systémique quand même, de mettre les gens ensemble déjà, tout simplement. Puis je voulais dire aussi deux, trois choses sur parce que la double casquette, forcément, qui me concerne. C'est aussi parfois difficile. Alors, c'est à la fois simple d'avoir la mission de faire la préparation technico-tactique et en même temps d'avoir les deux intervenants en une personne. Et en même temps, dans mon cas de figure, et là j'ai eu l'occasion d'échanger quelques fois avec Benjamin Dumortier, que tu connais bien, parce qu'il travaille avec moi
avec une fille qui s'appelle Mégane Amoury, qui a été championne du monde de boxe française et qui connaissait bien Benjamin. Et du coup, il lui a proposé de travailler avec elle sur des paramètres assez pointus de mobilité, des choses liées aussi, je crois, aux réflexes, aux neurotypes, etc. Et moi, ça m'a intéressé. Donc, du coup, j'ai dit à Mégane, vas-y, tu fonces. Il faut aller chercher les compétences là où elles sont. Et là, je suis dans une logique où je suis en train de dire à Mégane, essaye de voir si Benjamin ne peut pas prendre en charge toute ta préparation physique. Comme ça, moi, je me concentre que sur les aspects techniques, tactiques, parce qu'en fait, on s'est rendu compte dans les échanges qu'on a eus que là, sur des comportements, là où moi, je voyais l'héritage de l'expérience, de situations techniques, tactiques, de compétition. Exemple, un direct bravant, donc un jab, où on doit s'engager vers l'avant et d'un côté, il y a une partie du corps qui part vers l'avant et puis il y a une partie du corps qui n'a pas envie d'y aller. Donc moi où je voyais peut-être les traces de gestes techniques qui auraient été contrés dans le passé et qui font qu'aujourd'hui, on a peut-être cette appréhension, entre guillemets, et Benjamin lui voyait d'autres choses, tu vois. Et parfois, c'est aussi bien surtout quand on a les deux casquettes, c'est bien, je pense. Et je crois qu'il y a un de tes invités aussi qui disait qu'il venait des sports de combat, mais qu'en réalité, c'était dans les sports de combat où il était le moins à l'aise pour faire de la préparation physique. Je ne sais plus, j'ai plus le nom en tête. Maintenant, moi, je ressens ça actuellement, quoi. Tu vois, j'ai besoin de différencier les deux casquettes. En fait. Ouais, ça permet encore une fois, de présumer de rien. J'ai un bon exemple qui justifie ça. Au volleyball, je travaillais, on avait créé cette cellule encore une fois, péritechnico-tactique, d'accompagnement de la performance avec Laurent Delacour, un super préparateur physique, et qui était très sensible comme moi au mouvement. Et un jour, on était au pôle national féminin à Toulouse. Et puis il y a cette gamine qui est incapable de faire une passe, donc c'est le plus haut niveau français féminin, qui est incapable de bien faire sa passe. Je n'ai pas les moyens techniques de l'évaluer, ça évidemment. Mais Laurent, lui, il a les deux casquettes, il est entraîneur et préparateur physique en volleyball. Et l'entraîneur qui était là redoublait d'ingéniosité pour trouver des solutions techniques. Alors, il y avait des variations pédagogiques infinies, ils travaillaient avec des élastiques, changer l'arrivée du ballon, les trajectoires, etc. Ils bossaient sur plein de trucs et la gamine n'arrivait pas à se positionner sous son ballon pour faire sa passe. Tu sais comment ça se fait, tu te places sous le ballon et puis hop, tu passes la balle en arrière. C'était ça l'exercice, le parallèle au filet. Tu vois. Et il lui manquait de l'amplitude systématiquement. Quoi. À un moment donné, Laurent il dit attends, on peut juste intervenir sur le plan physique pour tester un truc. Quoi. Et puis on la prend sur le côté, il lui fait passer un test de raideur du grand dorsal, et la surprise, elle échoue au test. Donc on lui met en place deux petits exercices, 2 gris-gris de prépa physique, d'automassage et d'étirement. Boum, on gagne les 3 degrés qui manquaient. D'amplitude. Et d'un seul coup, ça libère. Donc c'était vraiment pas un problème technique. Il fallait à un moment donné que... et le transfert s'est fait tout de suite. Tout de suite. Puisque c'était vraiment une limitation d'angulation et plus besoin de compenser au niveau du bassin, au niveau des lombaires, au niveau des genoux, à trouver toutes les solutions, toutes les astuces pour y arriver quand même, pour faire semblant d'y arriver à le faire correctement. Et en fait, c'était un problème physique. On pouvait lui faire tout ce qu'on voulait sur le plan technique, c'était cuit. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il faut mettre les gens dans la même pièce. Tout à fait. Et regarder la même chose. Et chacun avec leur point de vue, ils vont peut-être trouver des... Donc ça permet d'élargir les réponses possibles, les hypothèses possibles. Et puis ça permet aussi de générer par l'échange, par la discussion, par le cocktail des compétences, de générer des réponses nouvelles et peut-être plus pertinentes. Ouais, en tout cas, c'est sûr, plus complète en tout cas, plus variée. Écoute, merci pour cette discussion, c'était passionnant. Avec plaisir. J'espère te revoir bientôt dans le podcast. Si vous voulez voir un petit peu plus des travaux de Jérôme, il a écrit 2 livres, mais il y en a un particulièrement axé sur ce thème-là, le coaching de compétition, aux éditions Fortrainer, qui est sorti il y a un an et demi maintenant. Ça doit être ça, ouais.
donc qui est évidemment très illustré sur son sport de prédilection, la savate, mais qui se transfère assez facilement à toutes les disciplines. Je crois que tu commences à développer un petit peu les réseaux sociaux aussi, non? T'as un petit, Voilà. mais vraiment axé sport de combat? Oui, le réseau, c'est plutôt les sports de combat, mais c'est vrai que voilà, j'y consacre sans doute pas assez de temps pour avoir une communauté comme la tienne. Non, en tout cas, n'hésitez pas à le suivre sur Instagram aussi. Avec plaisir. Il y a du contenu de qualité, le connaissant, je n'en doute pas. En tout cas, vous pouvez nous suivre en streaming sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple ou iTunes. Vous pouvez nous regarder sur YouTube ou même en version augmentée sur mon site web. Vous savez qu'on a une version de vidéo avec des éléments en plus à télécharger et des compléments pour aller un petit peu plus loin dans votre apprentissage. Et puis si vous en voulez plus, il y a une tonne d'épisodes inédits sur le e-campus de transfert. Donc allez y faire un tour aussi si vous avez le temps. À très bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci de votre fidélité. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.